Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Viitorul este al celor care știu să facă din ziua de azi ceva care să merite ziua de mâine. Dacă vrei ca mâine să respiri un aer mai curat, nu te mai urca în mașină ca să mergi la magazinul de la colțul străzii pentru o pâine. Poți merge pe jos și vei vedea lumea cu alți ochi. În vremurile astea în care totul se accelerează în jurul nostru, cea mai bună tactică este să încetinești ritmul. Dacă astăzi am reînvățat să mai mergem și pe jos, mâine vom respira un aer mai curat. Același lucru se întâmplă și cu mâncarea. Aruncăm aproape la fel de mult pe cât mâncăm. Ministerul Agriculturii a făcut recent un studiu finanțat de Uniunea Europeană și cu această ocazie am aflat niște cifre foarte interesante. În România se aruncă în fiecare an mai bine de 2,5 milioane de tone de mâncare, adică în jur de 129 de kilograme de mâncare pe cap de locuitor. Aceste 2,5 milioane de tone nu dispar ca prin farmec, ele trebuie duse la gropile de gunoi unde le ardem. Adică dăm o grămadă de bani ca să poluăm aerul pe care îl respirăm. Sună aberant, dar asta facem în fiecare zi. Studiul finanțat de Uniunea Europeană ne mai arată că dăm 40% din banii noștri pe mâncare și o aruncăm între 1/3 și 1/2 din ce cumpărăm. Fenomenul a luat amploare în orașe. La țară oamenii sunt mai legați de pământ și mai chibzuiți. Avem însă și o veste bună. Risipa din mediul urban a scăzut de la 10,43% în 2016 la 6,5% în 2020. Și avem o altă veste și mai bună. De curând a fost lansată în România o aplicație care ne ajută să rezolvăm problema asta. Ca în orice proiect genial, ideea de bază este foarte simplă. Întrebarea se pune așa: e posibil să găsim o soluție în așa fel încât să aruncăm mai puțină mâncare și în același timp să câștigăm bani mai mulți? La această întrebare răspunde aplicația bonapp.eco, pe care o puteți descărca și pe Android și pe iOS. Bonapp.eco este un startup românesc pus pe picioare de un român și 2 francezi care trăiesc de suficient de mult timp în România, încât să consideră că aici e casa lor. Grégoire Vigru, business angel și antreprenor, Diego Roadolashez, fost senior tech consultant la KPMG și Zsolt Kadar, fost executiv Apple. Mai recent a venit lângă ei și un alt francez, Luca Zivkovic. Îi veți auzi în mai multe rânduri la această emisiune pentru că dezvoltă o grămadă de proiecte care ne vor schimba viețile în mai bine. Ce faci cu aplicația bonapp.eco? O descarci pe telefonul mobil, îi atașezi un card și poți cumpăra cu ea produse alimentare care se apropie de termenul de expirare la un preț care poate scădea cu până la 80% din prețul inițial al produsului. Supermarketurile aruncă în fiecare zi o grămadă de produse care nu s-au vândut în timpul garanției. Aplicația bonapp.eco ne permite să oprim această risipă inutilă. Dacă știu ce vreau să mănânc în seara asta, mă duc pe bonapp.eco, îmi comand produsele de la magazinele care sunt acolo la jumătate de preț și sunt servit. Plata se face direct din cont și nu am nicio grijă. Ideea este pe cât de simplă, pe atât de eficace. Ca să aflăm mai multe despre această aplicație, am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Grégoire Vigru, cofondator al acestui proiect. Grégoire este de asemenea președintele organizației La French Tech în România, care adună la oaltă startup-urile românești și le pune în legătură cu alte startup-uri din cele 4 colțuri ale lumii. Grégoire, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent évidemment du futur. Et le futur appartient à ceux qui savent faire de leur présent quelque chose qui soit valorisé à l'avenir. Bonapp.eco est une application qui change la donne du gaspillage de produits alimentaires. Tu as été dans ce projet depuis sa naissance. Il est aussi ton bébé et j'aimerais que tu nous racontes un peu sa mise au monde. Merci beaucoup Mirel pour cette belle invitation. Écoute, effectivement, le 4 novembre dernier, avec mes associés, on a lancé Bonapp.eco. Bonapp.eco, c'est cette application mobile de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors pourquoi lancer une application mobile de lutte contre le gaspillage alimentaire? Tu l'as très bien dit en introduction. C'est une catastrophe environnementale, le gaspillage alimentaire à l'échelle internationale. 40% de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle.
le gaspillage alimentaire représente 10% des émissions de CO2. Et moi, mon rôle dans la société avec mes associés en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est d'identifier des problèmes et d'y apporter des solutions. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de start-up sans problème à résoudre. Et donc, on s'est dit, voilà, comment est-ce que nous, on peut, en utilisant la technologie, à savoir une application mobile, contribuer à diminuer le gaspillage alimentaire. Avant de lancer le 4 novembre, on a discuté avec des consommateurs lambda, on a fait des focus group et les gens étaient très enthousiastes à l'idée de dire, voilà, effectivement, avoir la possibilité d'acheter de la nourriture qui va expirer dans 24, 48 heures, 3 ou 4 jours, à un prix entre 40 et 80% moins cher. Déjà, ça faisait sens pour les gens. Évidemment pour l'aspect environnemental, mais surtout pour l'aspect économique. Ensuite, on a discuté également avec les grands retailers, toutes les grandes chaînes de restaurants, mais aussi les supermarchés, les hypermarchés, les hôtels, les boulangeries, les charcuteries, même les stations-service, les chaînes de stations-service, qui ont toutes des gros problèmes de gaspillage alimentaire et qui ont envie de le résoudre parce qu'effectivement, ça pose des problèmes environnementaux qu'on évoquait tout à l'heure, mais pour eux, c'est également, ça représente des pertes qui sont des pertes considérables. Donc, on arrive avec une solution qui est win-win-win-win. Win pour les retailers, parce que plutôt que de jeter, elles vont pouvoir faire du chiffre d'affaires additionnel. On va générer du trafic sur les points de vente avec une population qui ne viendrait pas forcément sur ces points de vente. Win pour les consommateurs qui vont économiser sur leur repas entre 40 et 80% moins, sur le prix. Win naturellement pour l'environnement, on l'a dit, et win naturellement pour nous parce qu'on est une start-up ambitieuse et on espère avoir le succès le plus large possible. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Être entrepreneur, c'est comment dire, à première vue, c'est super excitant, quoi. Mais quand tu t'y mets, c'est pas évident. C'est pas du tout évident, c'est compliqué. Comment tu as vécu cette transition? Puisqu'on t'a écouté dans cette émission sur plusieurs facettes, mais ce serait intéressant de creuser un peu là-dedans pour que les gens qui nous entendent trouvent peut-être des repères. Effectivement, tu le dis très bien, j'étais dans un environnement qui était corporate puisque j'ai revendu ma boîte qui était Callpoint, je l'ai revendue à TELUS International. C'est une boîte énorme dans laquelle je suis toujours impliqué aujourd'hui, mais en tant que non-exécutif. La boîte que j'ai créée avec mes associés aujourd'hui emploie 5000 personnes. Ça s'appelle TELUS International Europe. Donc c'est une très très belle boîte, très grosse boîte, mais c'est assez corporate. Alors comment on passe de cet environnement corporate à cet environnement de start-up, sachant que les start-upers et les corporatistes viennent de planètes différentes. Tu sais, il y a ce fameux livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Je pense que les start-upers et les corporatistes viennent également de planètes différentes. Ils ont un mode de travail différent. Ils ont un rapport au temps qui est différent. Ils ont un rapport au risque qui est parfaitement opposé. Et donc, comment on passe d'un environnement à l'autre? Moi, j'ai toujours été un entrepreneur. On est rarement une créature hybride entre cet univers corporate et cet univers startup. J'ai toujours été fondamentalement un start-upper. Je me suis adapté à la vie en corporation avec TELUS International, mais je suis ravi de revenir sur des projets, effectivement, qui sont des projets où il est question de faire face aux risques constamment. On se prend des balles tous les jours parce que voilà, quand on est une jeune start-up, entre les potentiels problèmes qu'il peut y avoir en termes de technologie, les challenges qu'il peut y avoir en termes de technologie, en termes d'acquisition de nouveaux clients, acquisition de nouveaux partenaires. Mais bon, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me rend enthousiaste, c'est l'adrénaline de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu as vu cette série sur Netflix, Squid Game. J'aime bien faire la métaphore entre le monde de l'entrepreneuriat et Squid Game. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les participants à Squid Game se lancent dans le jeu, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'un seul survivant sur les centaines de participants qui participent à chaque édition. Et en fait, quand tu regardes les chiffres de l'entrepreneuriat sur les startups technologiques, ça fait peur. Parce que 70 à 90% des startups technologiques en Europe ne soufflent pas leur 5e bougie. Donc avant de fêter leurs 5 ans, il y a 70 à 90% des startups technologiques qui disparaissent. Pour des raisons diverses et variées, souvent c'est parce qu'il n'y a pas de marché, parce que les entrepreneurs à l'origine du projet ne s'entendent plus, parce qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire, parce qu'ils sont trop tôt sur leur marché.
Donc, le nombre de paramètres à prendre en compte pour essayer d'assurer, en tout cas d'augmenter les chances de succès d'une startup sont très, très nombreux. Heureusement, ce n'est pas mon premier rodéo. Effectivement, j'ai fait 4 exits, j'ai fait pas mal de startups. Donc, disons que de ce taux d'échec de 70 à 90%, moi, j'essaye de le porter à 20 à 30%. Diminuer ce taux d'échec avec des règles qui sont très, très simples. Et la première règle, naturellement, c'est l'équipe, c'est m'entourer d'une équipe que j'appelle une équipe de tueurs. Donc, c'est vraiment des gens qui sont super forts, super bons, super dédiés au projet et qui surtout apportent une valeur complémentaire à la mienne. Moi, je connais mes qualités, je connais également mes défauts et j'en ai beaucoup. Donc, apporter des gens qui ont des qualités fortes là où moi j'ai des défauts et ne pas apporter des gens qui ont des profils comme le mien. Moi, je suis un business développeur, moi, je suis un visionnaire, je ne suis pas un opérationnel, je ne suis pas un financier. Donc, il faut que je m'entoure de gens qui sont très bons financiers, très bons opérationnels. Donc, c'est l'équipe. 2, c'est naturellement le projet, avec une composante timing qui est super importante. Les meilleurs projets du monde, si tu les démarres 1 an trop tôt, 2 ans trop tôt, ou 1 an trop tard ou 2 ans trop tard, et ben ça peut être la catastrophe. Il faut vraiment être dans l'air du temps. Je pense qu'avec Bonap, on est parfaitement dans l'air du temps. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je pense que ce qui est fondamental dans cet univers de start-up, c'est le parcours que tu fais vers un projet qui arrive, quoi. C'est pas forcément réussir du premier coup, mais c'est de faire ce parcours, c'est traverser, faire tout ce chemin depuis une idée jusqu'à un projet qui prend forme, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que être entrepreneur, c'est plus que du business. Ça va beaucoup, enfin, ça va au-delà de ça, quoi. Il y a un côté un peu inventeur, hein. Il y a un côté un petit peu inventeur. C'est vrai que c'est pas que de la gestion financière, c'est pas que de la gestion de ressources humaines. Il faut être un peu fou pour être entrepreneur, hein. Bah, surtout eu égard au taux d'échec que j'évoquais tout à l'heure. Déjà, il faut être un peu fou. Il faut être très optimiste. Il faut aimer le risque. Il faut avoir un appétit au risque. Et puis, il faut être inventeur, hein. Il faut être capable d'arriver avec un projet. Et donc, ça implique une imagination, une capacité à se projeter dans le temps et imaginer l'utilisation d'un produit ou d'un service qui n'existe pas encore ou qui existe déjà sur d'autres marchés, mais pas encore sur le marché sur lequel on se lance, ou qui existe déjà sur le marché, mais en le faisant différemment de la concurrence, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, non, mais encore une fois, il faut être un petit peu fou, je le suis, et je l'assume. Après, effectivement, il faut être fou, mais avoir les pieds sur terre. Il faut être ce que j'appelle un smart dreamer. Donc, il faut être un rêveur qui a quand même les pieds sur terre. Donc, c'est un profil un petit peu particulier. À propos d'avoir les pieds sur terre, avoir une idée, faire du business, a priori c'est simple, mais il y a le problème de l'argent qui arrive vite fait, quoi. Enfin, comment tu as fait côté argent et comment tu comptes développer cette application que je trouve géniale, hein. Mais après, il faut la développer, hein. Il faut aussi trouver l'argent pour faire fonctionner cette machine-là. Comment tu fais? Alors, dans le cas spécifique de Bonap.eco, on a levé 800 000 €. Donc, c'est 800 000 €. Ça peut paraître pas être un énorme chiffre par rapport à d'autres startups, mais on avait sécurisé la levée de fonds de ces 800 000 € avant même d'avoir lancé. C'est-à-dire qu'on a lancé le 4 novembre et on avait signé la term sheet avant le lancement sur la base d'un pitch deck sur PowerPoint de 30 slides avec mes associés. On a pitché 4 investisseurs et on les a convaincus de mettre 800 000 € sur la table avant même d'avoir lancé. C'est rarissime. On est la première start-up roumaine de l'histoire à lever autant d'argent sur une valorisation aussi haute avant même d'avoir ce qu'on appelle de la traction. Pourquoi? Parce qu'en fait, les VC en Roumanie, comme dans le monde entier, mais surtout en Roumanie et dans la région, souhaitent, quand ils mettent de l'argent dans une entreprise, qui est déjà un portefeuille client, qui est déjà du chiffre d'affaires qui soit réalisé, qui est déjà des courbes ascendantes de croissance. Nous, on a fait ça sans rien. On a fait ça sans rien parce qu'en fait, déjà, ce n'est pas notre premier rodéo. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait 4 exits. Donc, les investisseurs se disent, Greg va peut-être faire un 5e exit avec ses associés, ils vont nous permettre de faire une très belle plus-value.
Et puis je pense qu'il y a une adhésion de la part de nos investisseurs qui est une adhésion au projet, une adhésion au fait qu'il y a un impact environnemental qui est fort, et puis au fait que c'est un no-brainer, comme on dit, parce que des applications de type Bonapp existent déjà depuis quelques années dans pas mal d'autres pays, et ça cartonne. On n'a pas réinventé la roue. Je crois qu'en business, il est bon de ne pas toujours réinventer la roue. D'ailleurs, quand tu regardes les géants technologiques dans le monde entier, tu te rends compte que c'est rarement des boîtes qui ont eu l'idée qui a été l'idée du précurseur, qui a été l'idée du pionnier. Parce que si tu regardes Facebook, c'est pas le premier réseau social. Si tu regardes Tesla, c'est pas eux qui ont inventé les machines électriques. Si tu regardes Amazon, c'est pas eux qui ont inventé le commerce en ligne. Donc en fait, tu te dis que c'est souvent des challengers, c'est souvent des outsiders qui se sont inspirés du leader et qui ont essayé d'être aussi bons sur leurs qualités, mais essayer d'apporter des qualités, apporter des forces là où ils identifiaient des faiblesses. Donc moi, mon rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de m'inspirer de business qui cartonnent et qui en plus ne sont pas des business qui sont présents en Europe de l'Est, mais plutôt regarder l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Et pour revenir au cas concret de Bonapp, il y a cette entreprise scandinave qui existe depuis 5 ans, qui est présente déjà dans une vingtaine de pays. Ils ont 32 millions d'utilisateurs sur cette application mobile anti-gaspillage par jour. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on a vu une opportunité avec mes associés. L'opportunité, c'est de dire, cette entreprise n'est pas encore présente en Europe de l'Est. Après avoir fait une étude de marché assez approfondie, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement lancer le plus tôt possible. Donc, on a lancé, on a déployé. Et là, on est en train de verrouiller les contrats avec tous nos grands partenaires et pour faire en sorte, effectivement, de bloquer le marché, d'être les numéros 1 en Roumanie. On va se déployer prochainement en Bulgarie, en Hongrie et dans d'autres pays de la région, en Grèce et dans d'autres pays de la région. On a également un plan d'expansion qui est très ambitieux en Roumanie. On est en train de regarder naturellement Cluj, ça va être la première ville dans laquelle on va se développer. Donc il faut aller très très vite et je pense que c'est aussi l'idée des start-up. C'est la notion de start-up, c'est pour ça que ça s'appelle start-up, c'est démarrer vite, démarrer entièrement, aller extrêmement vite. On n'est pas là pour développer un business sans risque et puis on n'est pas là pour faire des petits tests. On est là pour prendre des risques. On a suffisamment d'argent maintenant avec les 800 000 € qui peuvent nous permettre de prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire grossir de manière très importante la taille des équipes, notamment toute la partie vente, toute la partie marketing, avoir des city managers dans chaque ville dans lesquelles on se déploie, parce qu'il faut avoir une présence locale pour signer des deals avec des partenaires locaux. Être proche de la population de nos utilisateurs, essayer de les comprendre, quelles sont leurs préférences, comment est-ce qu'ils envisagent effectivement l'utilisation de l'application, quel est leur feedback, toujours être extrêmement à l'écoute de nos utilisateurs parce que c'est notre communauté, surtout dans notre secteur d'activité qui est très très communautaire. Hein, nos core users, c'est des gens qui sont nos ambassadeurs, c'est des gens qui croient dans notre mission, qui sont là parce qu'ils ont compris la dimension écologique et voilà, on compte énormément sur eux. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La Roumanie a toujours souffert a eu toujours cette frustration, quoi. On est frustré de ne pas être aussi développé qu'à l'Ouest, mais voilà que les nouvelles technologies aujourd'hui, depuis quelques années, permettent à la Roumanie de faire des grands sauts, quoi, vers l'avenir. Et je trouve que c'est un moment très important. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que Français vivant en Roumanie, donc déjà roumain, comment tu vois ce pays dans le contexte des nouvelles technologies? Comme je le disais, quelqu'un d'extrêmement optimiste, et que pour l'instant, mon optimisme envers la Roumanie a toujours été fidèle à la réalité, puisque je suis ici depuis 2006. J'ai toujours été très, très optimiste, très, très positif. Et la Roumanie, c'est un pays dans lequel moi, j'ai mis tous mes investissements, ou quasiment tous. C'est-à-dire que j'ai jamais investi dans une start-up française. J'ai lancé des start-up en Roumanie, j'ai investi dans des boîtes ici, dans 21 boîtes. J'ai même pas un compte bancaire en France. Donc, je suis optimiste pour la Roumanie depuis longtemps. Et jusqu'à présent, mon histoire dans le domaine des affaires depuis 2006 m'a montré que
il y avait effectivement il y avait lieu de penser ainsi. Je pense qu'en Roumanie, effectivement, je pense on est dans un contexte où déjà il y a ce fameux phénomène dont on avait déjà parlé tous les deux, qui est le phénomène UiPath. Le phénomène UiPath, c'est une locomotive. Parce qu'en fait, les peuples ont besoin de symboles. Les peuples ont besoin de symboles. Au même titre que les Roumains, ils ont un symbole dans le domaine du tennis qui est Simona Halep. Et là, d'ailleurs, je prends ce call depuis ma salle de sport. Juste à côté, il y a une salle de tennis où s'entraîne Simona Halep. Il y a plein de parents roumains qui ont mis leurs enfants à faire du tennis parce qu'elle a ouvert une voie. Elle a suscité, déclenché des vocations. Les peuples ont besoin de symboles forts. On a Daniel Dines, fondateur CEO de UiPath, entreprise roumaine valorisée 40 milliards, bon c'est peut-être plus 40 milliards de dollars parce que le cours est assez fluctuant, mais en tout cas une décacorne roumaine, et il y a plein d'entrepreneurs roumains avec des super profils techniques, très smart, éduqués, polyglottes, qui auparavant hésitaient entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la corporation. Est-ce que je dois lancer ma boîte ou est-ce que je dois aller travailler chez Oracle, Oracle qui embauche 3200 personnes à Bucarest, rappelons-le. Il y a plein de grosses boîtes qui embauchent des profils IT de haut niveau en Roumanie. Et grâce à des boîtes comme ça, grâce à des boîtes comme Bitdefender et d'autres success stories, de plus en plus d'entrepreneurs roumains se disent, et me disent, moi j'en rencontre régulièrement, eh ben, plutôt que d'aller bosser pour une corpo, eh ben, je vais tenter ma chance dans l'entrepreneuriat. Donc ça fait un appel d'air, ça crée une effervescence. Et cette effervescence, elle est super pour tout l'écosystème. Donc voilà, il y a cette armée, ces nouvelles armées chaque année de jeunes entrepreneurs roumains qui lancent leur propre boîte. Malheureusement, il y en a beaucoup qui échouent. On a évoqué tout à l'heure les statistiques d'échec des startups. Certains qui s'accrochent, qui lancent une deuxième boîte ou qui essaient de se réinventer. Et il y en a certains qui cartonnent. Et j'en suis vraiment ravi. C'est vrai qu'historiquement, la Roumanie, c'est pas vu comme un pays de start-up, c'est pas vu comme un pays d'innovation, mais la Roumanie, c'est un pays qui arrive à se réinventer facilement. C'est un pays qui est souple, c'est un pays qui est flexible, c'est un pays qui, l'a montré de par son histoire, est capable, voilà, de saisir des opportunités. Et je pense que la Roumanie saisit pleinement l'opportunité de la technologie pour entrer dans cette année 2022 et je suis encore une fois extrêmement optimiste pour la Roumanie de ce point de vue-là. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On approche la fin de l'émission et j'aimerais savoir de quoi ton avenir sera fait, quoi, ça. Je suppose que tu vas continuer à développer Bonapp parce que c'est une application qui est jeune, qui vient d'être lancée et qui marche très bien. Comment tu vas faire à l'avenir? Tu vas développer probablement Bonapp et tu as d'autres projets en perspective. Comment tu te positionnes? Il se trouve que je suis un serial entrepreneur extrêmement ambitieux dans le bon sens du terme. Pas là pour essayer de faire le maximum d'argent, mais je suis là pour construire de grandes choses. Rien de grand ne s'accomplit sans passion. Moi, ma passion, c'est de créer des choses grandes, des startups technologiques qui ont vocation à devenir des très, très grosses boîtes. Parce que j'aime la croissance, j'aime l'idée d'avoir des équipes qui grandissent, j'aime l'idée de résoudre le plus largement possible les problèmes auxquels je m'attelle, auxquels je me propose de résoudre. Et en fait, pour passer à la vitesse supérieure, plutôt que de le travailler comme je l'ai fait jusqu'à présent en créant des startups en mode silo, en mode stand-alone, de manière isolée, comme je l'ai fait jusqu'à présent, je vais lancer un startup studio en 2022. Ce startup studio, ça va me permettre d'avoir une startup qui va être une holding qui va créer des startups un peu à la chaîne. Ce projet s'appelle East Valley et grâce à East Valley, je vais lancer plusieurs startups par an en permettant d'avoir des synergies entre les différentes startups. C'est-à-dire quand j'ai une très très bonne équipe technique qui vient de créer une application, eh ben, je peux repositionner avec mes associés, on repositionne l'équipe technique sur le lancement d'une nouvelle application ou la création d'une marketplace. Ça veut dire que sur le plan commercial, mon carnet d'adresses profite à une entreprise puis à une autre. La confiance qu'on gagne auprès de partenaires, de clients, etc., peut permettre également d'être mise en commun à des fins de synergie. Tout ça avec une core team, effectivement, qui travaille simultanément sur plusieurs projets à la fois. En fait, tout ça, ça va me permettre de faire une chose,
c'est aussi de lancer le maximum de startups dans les 10 prochaines années. Moi, j'ai 41 ans. J'espère que d'ici à mes 50 ans, j'aurai lancé une licorne. Pour lancer une licorne, une boîte valorisée plus d'1 milliard de dollars, il n'y a pas 1000 secrets. Comme il y a un côté aléatoire au niveau des startups, on ne peut jamais vraiment savoir si ça va être un énorme succès ou pas. Tu as beau avoir la meilleure équipe, le meilleur projet, le meilleur timing, il y a toujours une part d'incertitude parce que les startups, c'est quand même un business de prototype. Donc, pour augmenter mes chances d'avoir une licorne en 10 ans, ce que je dois faire, c'est lancer le maximum de startups et le faire en mode industriel. Et pour le faire en mode industriel, il n'y a pas mieux que ce Startup Studio, surtout que ça permet d'avoir un certain nombre de synergies que j'évoquais tout à l'heure. Donc, East Valley, c'est mon prochain projet. Naturellement, quand je le lancerai, je serai ravi de revenir dans ton émission si tu m'invites pour pouvoir en parler beaucoup plus en détail. Mais c'est un très, très beau projet. C'est un projet extrêmement ambitieux. Je suis déjà en discussion avec un certain nombre d'investisseurs qui sont très, très attirés par le projet. J'ai déjà constitué une core team, mais en plus de la core team, je dois avoir également des équipes de ce qu'on appelle les entrepreneurs in residence, qui vont être mes associés. En fait, je vais être associé avec chaque co-founder qui vont être dans chacune des startups. Je parle de lancer 3 à 4 startups par an. Hein. Donc, en 10 ans, c'est 30 à 40 startups. Toutes réunies au sein d'un même environnement de travail, tout essayant de faire jouer au maximum le jeu des synergies. Avec quelques règles qui sont aussi des règles simples, c'est focaliser nos co-founders sur des projets, sur leur permettant d'être à fond sur la partie produit, à fond sur la partie croissance et essayer de les accompagner un maximum sur les choses qu'on connaît vraiment, qu'on sait faire pour les accompagner, la partie légale, la partie business développement, la partie ressources humaines, la partie comptable, etc. Pour que ces gens-là soient vraiment à fond sur les projets spécifiquement. Et puis avec une autre règle qui est la règle de tuer les zombies. Tuer les zombies, c'est quoi dans mon vocabulaire ? C'est que dès qu'il y a une startup qui malheureusement ne décolle pas, ça fait 6 mois qu'on lance la startup, il n'y a pas de traction, on ne trouve pas de partenaire, on pense que ce n'est pas le moment, on réalise que ce n'est pas le moment, on réalise que ce ne sera jamais le moment, on tue la startup, ce qui est très très difficile. Parce qu'une startup, il y a toujours un côté émotionnel. Ce n'est pas que du business, ce n'est pas que de l'argent, il y a une équipe derrière, il y a des gens qui s'impliquent, et il y a cet attachement émotionnel au produit, au service, à la marque. Et il faut être capable très rapidement de dire, voilà, ça ne va pas décoller. Même si ça décolle, cette startup, ça ne va pas être un énorme succès. Donc, on tue la startup et on repositionne toute l'équipe sur un nouveau projet plus prometteur ou sur un projet déjà existant qui est en train de décoller fortement. Voilà, donc en fait, c'est ça aussi la vie d'entrepreneur, c'est être capable d'être, comme je le disais tout à l'heure, des smart dreamers, c'est être des grands rêveurs, pouvoir se projeter demain, mais être capable d'identifier suffisamment tôt les limites, les faiblesses, quitte à devoir malheureusement sacrifier de temps en temps une start-up pour se repositionner sur celle qui présente les plus grandes chances de succès. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on va se revoir. Hein. East Valley, ça m'intéresse déjà. Je trouve que l'idée, elle est vraiment géniale. Comme toutes les idées géniales, c'est simple. Il y a cette simplicité qui est extraordinaire dans le monde du business. Parce que quand tu auras un grand business, tu te rends compte qu'à la base, finalement, c'était quelque chose de simple, quoi. Mais pour arriver à simplifier, c'est compliqué. Mersi, Gregoar, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Gregoar Vigru, cofondator al aplicației Bona.eco, pe care o puteți descărca și pe Android și pe iOS. Cu ea aveți acces la mâncare de calitate la prețuri foarte ieftine. Iar cu ocazia asta mai încetinim avalanșa de deșeuri care mai costă și bani ca să le ardem, după care respirăm aerul toxic împrăștea prin orașele noastre. Mai multe despre aplicația Bona.eco puteți afla pe internet la adresa cu același nume Bona.eco. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului.
cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale.